La terramation, pourquoi l'humusation des corps humains suscite de l'intérêt depuis quelques années. À l'occasion de la disparition d'un proche, lors de discussions formelles ou informelles sur la mort et le devenir du corps, la question du type de funérailles souhaitées, envisagées, autorisées, légalisées est un sujet récurrent au cœur de nos vies et de nos sociétés. Les pratiques funéraires diffèrent selon les pays et les cultures et parmi elles, la terramation ou enterrement végétal est pour l'heure interdite en Europe, mais elle semble répondre à des attentes d'une partie des citoyens prêts à retourner à la terre au sens propre du terme. Avec nous pour en parler, trois invités. Cléo Duponchel, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur belge de pompes funèbres, fondatrice de la société Croque Madame. Beaucoup d'humour, on verra avec vous d'ailleurs aujourd'hui sur ces sujets. Vous êtes présidente de Compostez-moi et bénévole du collectif des morts de la rue à Bruxelles. Face à vous, Pierre Berner, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et président de l'association nantaise Humo Sapiens et consultant en innovation sociale. Et avec nous en distanciel, Martin Julier-Coste, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sociologie, chercheur indépendant et associé à l'université Grenoble-Alpes, socio-anthropologue spécialiste de la mort et des rites funéraires, et puis vous êtes auteur d'une étude sur la terramation. Bienvenue à tous les trois, bienvenue à nos invités. C'est votre magazine de l'environnement sur France Culture, en partenariat avec le journal Le Monde, émission toujours préparée par Célestine Babinet avec la collaboration de Aurélie Marcet, Vanessa Chang, Pierre Pinault de l'INA, Christine Anzano de la documentation de Radio France, émission toujours réalisée également par Alexandra Malka, avec à la technique Jean-Guy Lamège. La terramation, c'est exactement ce qui se passe dans la nature. C'est le retour à la nature. On redevient de la terre fertile. Une terre fertile que l'on peut disperser au Canada et dans une partie des États-Unis, mais pas en Europe. 46% des Français y seraient favorables. Certains attendent même avec impatience. Je suis même angoissé parce que je vois les années qui passent. Je vais avoir 70 ans et je me dis mince, je voudrais vraiment pouvoir bénéficier de ce système. Ni crémation, ni inhumation, la terramation est actuellement étudiée en France. Sous ces monticules, des rats pour tester le dispositif. On va mesurer la température. Quand on a un processus de compostage, il y a des bactéries qui vont faire monter la température. Ça garantit que le compost, alors il n'est pas stérile, mais il est sans danger. C'est pour ça que ça fume, parce qu'il fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dans la nature, quand il y a un animal qui meurt, le cadavre va se dégrader. Mais il va se dégrader surtout grâce aux charognards et aux insectes nécrophages. Quand on veut faire du compostage, on va orienter la décomposition pour obtenir une transformation qui soit suffisamment rapide et qui soit aussi fiable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on le fait, on arrive au même résultat. Extrait de reportage diffusé sur France 24 le 24 octobre 2024. Alors, plongeons dans le sujet. Sans plus de forme, qu'est-ce que la terramation? Qui veut se lancer? Cléo Duponchel. Allez, soyons fous. La terramation, c'est une méthode de compostage funéraire. Donc, en fait, comme on est un peu au début de ces recherches, de cette découverte, il y a un genre de petit combat sémantique pour savoir quel mot utiliser. Donc, nous, avec Humo Sapiens, on est plus ou moins d'accord sur les mots à utiliser. Et donc, en fait, la terramation, c'est une méthode de compostage funéraire. J'entendais l'extrait au début, on parlait d'humusation. Oui. L'humusation n'est qu'une technique de compostage funéraire. Donc, on ne peut pas appeler toutes les techniques humusation. Voilà. Et donc, la terramation, c'est une méthode pour permettre de composter des corps. Alors, il y a des définitions qui diffèrent. Par exemple, aux États-Unis, terramation, c'est uniquement des corps dans des cocons fermés en intérieur ou en extérieur. Ils essayent un peu de changer ça. Mais voilà, donc on essaye un petit peu de trouver les mots qui collent le plus. Et donc, voilà, terramation ou compostage funéraire nous semblent les termes les plus appropriés pour parler de manière générale, de manière plus globale de toutes les techniques qui existent. Pierre Berner. Enterrement végétal, vous dites plutôt, non? Comme Cléo vient de le dire, en fait, comme on est sur une innovation, mine de rien, à l'échelle internationale, il y a aussi une innovation d'un point de vue des aspects culturels et notamment sémantiques. Donc, il va falloir quelques années, peut-être quelques décennies avant que ça se stabilise. Mais peu importe, le concept qui reste le plus important, c'est bien celui d'avoir une pratique funéraire qui permette techniquement de transformer un corps en humus et donc symboliquement de marquer l'inscription dans un cycle du vivant. Et pour nous, la terramation ou compostage funéraire, c'est bien ça avant tout.
Martin Julier-Coste, il s'agit de participer à ce cycle de vie du vivant, hein, de proposer cette autre façon d'appréhender la mort. Oui, tout à fait. On parle aussi de voie de troisième voie et dite régénérative, c'est-à-dire d'inscrire tout ce procédé de réduction des corps justement dans le cycle, comme Pierre Bernard l'a dit, et ainsi retourner à la Terre et de retrouver une utilité en fait pour le corps. Et alors, quelles sont les origines de la terramation? Est-ce qu'on peut remonter quand même un petit peu dans le temps? Parce que là, on parle enfin, pas d'un phénomène, mais d'un débat plus récent. Est-ce qu'il y a eu des usages de la terramation dans l'histoire passée? Alors justement, c'est une des questions, notamment un des collègues funéraires à Bordeaux, Sacha Kaki, lui pose la question. Pour l'instant, on n'en sait rien s'il y a déjà eu des usages funéraires avec le compost. Donc ce serait une enquête à mener, et ce qui est déjà en cours en France et dans d'autres pays également. Alors la terramation, elle est interdite en Europe à ce jour, hein. Elle existe aux États-Unis, dans certains États, c'est ça, Cléo Duponchel, Ouais. depuis 2019, je À peu crois. près dans 14 États, oui. Voilà. Et après, l'Allemagne, l'Australie, on en parle aussi. Alors à quel niveau? C'est ça. Alors, moi, j'aime pas dire que c'est interdit, c'est juste c'est pas autorisé. C'est une réponse très belge, hein. Mais c'est pas interdit. La loi ne dit pas c'est strictement interdit de Oui, composter des oui, corps. C'est juste c'est pas autorisé. Pour moi, c'est très important quand même parce que du coup, ça ouvre la voie à l'autorisation. oui. Et donc, effectivement, aux États-Unis, là, ils sont passés au 14e État qui a légalisé le compostage funéraire. En Allemagne, c'est un projet pilote qui s'appelle Meine Erde, qui court jusqu'en juin 2026, si je dis pas de bêtises. En Australie, ils s'intéressent aussi au sujet. Ils s'y intéressent un peu partout. On voit aux Pays-Bas, en Angleterre, en Suisse. Enfin, c'est vraiment un mouvement un petit peu mondial qui est là. Maintenant, à quel endroit, à l'heure actuelle, on peut Mm. composter des corps? Pour le moment, c'est les États-Unis et l'Allemagne. Et alors ne pas confondre avec les funérailles en pleine terre qui, elles, existent, hein, dans des parties dites écologiques de certains cimetières. Bah, même Pierre- pas forcément. Non, c'est Ouais. vrai? Euh, Pierre Bernard. Juste sur la question d'avant, très rapidement, effectivement, on voit qu'il y a un mouvement global, surtout dans les sociétés occidentales, ce qui traduit sans doute un questionnement par rapport à la place de l'humain dans le monde. On y reviendra sans doute un peu plus tard sur Oui. cet aspect philosophique, mais juste voilà, c'est dans le monde, mais surtout dans les sociétés occidentales. Et sur les territoires, on va dire, les plus avancés, on voit aussi que c'est dans les pays à législation fédérale, comme notamment voilà, l'Allemagne ou les États-Unis. Et là, c'est plutôt sous l'angle de comment est-ce qu'on fait de l'innovation comment dire, en faisant évoluer la loi, Mm. et de l'intérêt aussi d'avoir des législations fédérales. Ça peut être un peu plus compliqué en France. Alors sur la question des funérailles en pleine terre qui existent aujourd'hui, Ouais, c'est une question qui vient très rapidement de comprendre bien la différence en fait fondamentale entre l'inhumation classique, telle qu'on la pratique depuis des siècles, et la terramation. Parce que dans les deux cas, il y a bien le rapport à la terre, ce qui peut induire une certaine confusion. Il y a une double différence en fait. Il y a une différence d'intention et une différence de réalisation. Dans l'intention, l'inhumation vise plutôt à protéger le corps de l'environnement extérieur. Que ça soit inscrit dans, on va dire, les dogmes de l'Église historiquement ou même plus récemment, on retrouve bien quand même cette idée de la préservation du corps, ce qui induit donc de mettre le corps en profondeur, dans un cercueil, voilà, de ne pas le mettre à disposition, on va dire, de la microfaune du sol. Avec la terramation, à l'inverse, on va être pas dans cette logique de protection, mais dans cette logique plus de don, de mise à disposition du corps pour nourrir le sol. Et donc cette différence d'intention va se traduire aussi par une différence de réalisation. On va chercher à limiter le nombre de barrières entre le corps et son environnement extérieur, à savoir le sol ou une sépulture végétale. Martin Julier-Coste, sur ces questions-là, alors on va bien sûr rentrer dans la technique, dans cette terramation plus précisément, mais on perçoit quand même dans la société un virage pris et une intégration des enjeux écologiques avec, par exemple, des urnes biodégradables, des cercueils en carton, des corbillards électriques ou vélos corbillards, etc. On sent qu'il y a quand même sur ces questions d'écologie et de mort, il y a quelque chose qui se passe quand même. Tout à fait, oui. Alors, on peut parler d'impératif un peu environnemental, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'injonction à penser un peu tous les objets et tous les aspects de notre vie et de notre mort à travers le prisme du développement durable, de l'écologie, du dit naturel.
Donc ça, c'est très clair. On peut le repérer aussi dans des enquêtes plus statistiques, en fait, des enquêtes du Crédoc ou qui sont mandatées par le syndicat des arts funéraires, notamment, qui, depuis quelques années, repèrent en fait les aspirations écologiques ou environnementalistes des Français sur est-ce que je souhaiterais avoir des obsèques plus vertes, est-ce que je suis d'accord d'aller jusqu'à tel ou tel type de mode de sépulture dit plus écologique, et que ça, c'est assez symptomatique que des statistiques commencent à être produites, mais ça, c'est vraiment très, très récent. Alors justement, avant d'aller plus loin dans notre discussion, je vous propose d'écouter pour bien sentir aussi ces attentes, puisqu'on parle de ces attentes aussi d'une partie de la société. Je vous propose d'écouter ce reportage diffusé sur France 3 Grand Est le 1er novembre 2025. Alors moi, ce qui est déjà sûr, c'est que je n'irai pas de ce côté-ci du cimetière. Ce côté-ci du cimetière, c'est celui des pierres tombales en marbre. À Audun-le-Tiche, la mairie a misé sur une approche originale pour repenser la notion de site funéraire. Là, quand on rentre dans la forêt cinéraire, quand j'ai été la voir la dernière fois avec mon fils, et c'est vrai que quand on rentre, il y a des arbres partout, ça fait vraiment le petit cocon. On entend le bruit des oiseaux et franchement, c'est génial. Puis je me dis, avec un peu de chance, à mon fils, je dis, bon, si j'étais une belle personne, si j'ai mon urne au pied de l'arbre il va bien pousser, alors que si j'étais une mauvaise personne, ben, tu le verras tout de suite, l'arbre, il va vite mourir. Juste derrière, le cimetière forestier compte 25 arbres. L'inhumation y est gratuite. Seul le choix de la plantation dépend des disponibilités. Inauguré il y a moins d'1 an, le lieu accueille déjà 5 défunts. Et en juin dernier, Yann Rutilier a enterré l'urne biodégradable de son père, une figure bien connue de la commune. C'était sa demande. Pas forcément dans la forêt parce que c'est lui qui l'a inauguré, mais sa demande c'était d'avoir ses cendres dispersées auprès de son noyer dans le jardin. Donc finalement c'est reproduit, sauf que c'est pas un noyer. Mais au-delà de ça en fait, on sait qu'il n'en bougera plus et puis c'est quelque chose de vivant en fait. Il y a un petit peu de lui, si on veut partir en vacances on peut prendre un bout de feuille et puis l'emmener encore en vacances. Je sais qu'il est partout, il est dans l'arbre nous filtre l'air qu'on respire, il y a un petit peu de lui là-dedans. Il vient de la terre, il est retourné à la terre, donc il est dans l'univers, il est partout en fait. Cléo Duponchel, je me tourne vers vous. Il y a ces propositions aujourd'hui qui existent et on voit bien ces attentes avec toute la notion aussi de retour à la terre, de don à la terre, avec l'espoir de redonner vie aussi, quelque part. Peut-être que vous pouvez nous en parler. Il y a quand même des règles pour pouvoir rentrer dans ce cadre-là. Donc pas de caveau, pas de type de cercueil. Qu'est-ce qu'il faut en fait ? Ce qu'il faut, pour ça, moi j'ai un avis assez tranché sur la question. Je trouve qu'on propose plein de choses, mais on n'a pas pris le recul nécessaire à la réflexion. Et donc, parfois, j'entends parler d'urnes biodégradables ou de cercueils en carton. En fait, on voit un objet qui pose problème, on se dit comment est-ce qu'on peut le rendre plus vert, mais on ne se pose pas la question de est-ce que cet objet est vraiment nécessaire. Et donc, là, je vais me faire fâcher par toute la profession, mais pour moi, par exemple, le meilleur cercueil, c'est celui qui n'existe pas. Il n'est pas toujours obligatoire ou nécessaire dans beaucoup de cas de mettre un corps dans un cercueil. Et donc, on essaye d'inventer des nouveaux cercueils un peu plus verts, alors qu'en fait, pas de cercueil, ce serait encore mieux. On parle des urnes qu'on va enterrer au pied des arbres, etc. Il faut, 5 minutes... Biodégradable, mais il suffit de prendre un petit peu de temps, faire quelques petites recherches pour se rendre compte qu'en fait, les cendres et les racines des arbres, c'est pas super compatible. Donc, je trouve au moins, il y a un questionnement qui se pose. Maintenant, je trouve qu'on devrait prendre un peu plus de recul et se rapprocher du vivant pour mieux comprendre, en fait, l'utilisation de tous ces objets. Donc maintenant, pour revenir un petit peu à la question, oui, il y a des règles pour diminuer l'impact. En fait, c'est aussi éviter de mettre trop de polluants dans la terre, puisque c'est le cas quand même avec certains cercueils, selon les traitements des bois. La pratique de la thanatopraxie, c'est-à-dire la préparation des corps aussi, c'est quand même avec des produits polluants. C'est avec des produits polluants et puis l'essence même. Moi, je suis une thanato-défroquée. Donc, c'est-à-dire qu'à la base, je suis thanatopractrice, mais j'ai décidé de ne plus faire dans le moment. La thanatopraxie, rien que le principe en lui-même n'est pas naturel. C'est-à-dire qu'on va injecter un produit dans le corps pour qu'il se dégrade le moins rapidement possible, ce qui va à l'encontre totale de ce que le vivant exige de la matière organique. Donc, effectivement, il y a des pratiques comme ça à remettre un peu en question. Et donc, effectivement, refuser... En France, je sais que c'est compliqué parce que vous faites beaucoup de soins de conservation, mais refuser les soins de conservation,
conservation, éviter les vêtements en matière synthétique ou même les vêtements tout court. On peut très bien partir dans son plus simple appareil. Sinon, des Euh, fibres naturelles, hein, voilà, c'est envelopper ça. les corps avec du lin, du coton, du chanvre, C'est enfin ça, des faire tissus. attention aux matières du cercueil, tout ce qui est en aggloméré, du gros chêne bien verni, tout ça, ce n'est pas nécessaire. Mm. Donc voilà, à l'heure actuelle, avec les pratiques qu'on a, c'est de l'ordre des petites questions et des petits gestes qu'on peut essayer d'accumuler. Pierre Berner, parce que c'est vrai qu'on peut penser aux nappes phréatiques quand même, et puis à la qualité du sol. C'est pas bénin en fait, on n'y pensait pas forcément avant. Non, mais effectivement, je suis d'accord avec Léo, il faut essayer de prendre du recul. C'est pas facile parce qu'on charrie un certain nombre comment dire, de conventions, de manières de faire depuis des décennies, voire des siècles, qui nous enferment dans des manières de penser ou de faire. Et donc réinventer les choses, c'est pas facile. Euh, une manière de présenter aussi la terramation, on va dire par opposition aux pratiques actuelles, qui me semble assez éclairante, c'est de prendre conscience qu'effectivement, dans les processus naturels, c'est bien les forces du vivant, et notamment les organismes nécrophages, qui font ce travail-là. Pour des raisons culturelles avant tout, on a souhaité s'extraire de ce cycle-là. Mais sans prendre conscience nécessairement que ça induit forcément un coût. À partir du moment où c'est un travail qui est fait gratuitement dans l'intérêt du vivant par certains organismes et qu'on décide de faire autrement, il faut qu'on assume un coût. Et les coûts, il n'y en a pas de 50 000 natures, c'est des coûts écologiques et des coûts économiques, voire des coûts sociaux, si on prend en compte la manière dont les gens acceptent les pratiques qu'on leur propose. Donc, effectivement, à partir du moment où on ne mobilise pas les forces du vivant pour réduire un corps, ce qui est bien une des fonctions premières des modes de sépulture, il y a des coûts. Et donc, les coûts écologiques, ça peut être des coûts d'émissions carbone, de pollution des sols, d'emprise foncière, enfin, c'est des coûts multiples. Et ça se traduit nécessairement, ces coûts écologiques, par des coûts économiques, voilà, qui sont supportés par les collectivités, par les professionnels du funéraire et, in fine, par les familles. Par les familles. On en parlera effectivement du côté économique, parce que c'est très important. Il y a un cimetière en France notamment qui est un peu peut-être plus emblématique qu'un autre, c'est celui de Souchet, je crois, à Niort, qui a été un des premiers à proposer cette façon d'enterrer de façon plus, comment dire, oui, plus écologique, mais peut-être pas aussi loin par rapport à la terramation. Parlons peut-être des différents modes de sépulture qui sont proposés. Martin, Juliet Coste, de votre côté, voilà, si on fait un petit tableau, alors il y a l'enterrement classique, il y a la crémation. On peut d'ailleurs dire que la crémation, 1% des personnes utilisaient ce procédé en 1980 et aujourd'hui c'est à peu près 44%. On voit le temps aussi nécessaire et les évolutions. L'aquamation, alors dites-nous ce qu'on peut faire légalement aujourd'hui, en France et en Europe peut-être ou ailleurs. Très bien. Alors, légalement, en France, effectivement, les deux modes de sépulture légaux sont l'inhumation et la crémation. Vous pouvez aussi faire don de votre corps à la science, mais il n'y aura pas de sépulture à proprement parler. Donc ça, c'est vraiment les deux modes de sépulture qui sont autorisés aujourd'hui en France, sur lesquels on peut justement agir aussi de manière, on va dire, plus écologique, hein. Il y a plein de moyens. Le cimetière de Niort est un exemple aussi où on a pu justement, à travers une charte, demander à ce qu'il n'y ait pas, par exemple, de thanatopraxie, qu'il y ait plutôt des habits en coton, etc., pas de chaussures dans le cercueil, enfin, des pratiques de cet ordre-là, en jouant sur déjà le cadre existant. Et les associations comme Homo Sapiens, en fait, prônent justement un changement de législation et de mode de sépulture pour justement faire bouger un petit peu les lignes sur cette question-là et ouvrir et avoir une troisième voie en fait possible où il y aurait la terramation et éventuellement aussi certaines personnes parlent de l'aquamation. Donc là, c'est la réduction du corps par l'eau où en fait d'une certaine manière, on fait chauffer les chairs et on réduit les chairs par l'eau qui est chaude avec une solution alcaline ou de ce qu'on appelle plus communément de la soude. Et ensuite, on récupère les eaux comme la crémation et on les broie. Mmh. Pourquoi cette proposition de l'aquamation? Parce que justement, la crémation, pour certains, pouvait être un petit peu trop violente. Pour rappel, le traitement du corps se fait en 2 heures à peu près. Ensuite, on broie les os avec les cendres et on restitue tout ça dans une urne. Dans une urne, pardon.
Tout à fait. La crémation, effectivement, vous passez le corps dans un four, en fait, qui est à 800-900 degrés pendant 1 heure à 1 heure et demie, voire 2 heures en fonction de la corpulence. Et effectivement, ensuite, vous restituez, en fait, ce n'est pas des cendres, en fait, c'est de la poudre d'os, finalement, qui est récupérée et rendue à la famille. L'aquamation est le deuxième procédé dit plus écologique et il faut faire vraiment attention à, pour l'instant, on n'est que sur des hypothèses, hein, et des suppositions de c'est plus écologique parce qu'on a très peu de données finalement. Et l'aquamation est disponible et légale, par exemple, au Canada, et récemment légale aussi en Irlande, donc en Europe. Et de ce que l'on sait aussi des industriels, hein, et des professionnels du funéraire, c'est que c'est une technologie qui, en tout cas, leur plaît beaucoup plus parce qu'elle est, a priori, en tout cas techniquement, beaucoup plus simple d'installation. Et il y a un discours très clairement aussi autour de l'eau, de la douceur de l'eau et de l'efficacité en fait de ce procédé-là. En utilisant des produits qui ne sont pas écologiques. Alors on utilise de la soude et la soude, ça peut faire quelque chose d'un peu choquant et en même temps Ouais. la soude dans plein de procédés alimentaires, dans notre nourriture et dans pas mal de procédures industrielles, en fait, on utilise beaucoup la soude. Et ça me permet de neutraliser justement le pH et de, faire en sorte que, justement les chairs se dissolvent et qu'on puisse recueillir uniquement les os. D'accord. Heu, Pierre Bernard voulait réagir. Petit complément, il me semble que ce qu'on observe dans le secteur funéraire est de toute façon à l'image de ce qu'on peut observer à l'échelle de la société. C'est-à-dire que j'ai parfois l'impression qu'on réduit le défi qui est devant nous de transition écologique à un sujet de décarbonation. Et effectivement, l'aquamation, l'attrait principal que ça a pour les professionnels du funéraire notamment, c'est que ça s'inscrit dans cette démarche de décarbonation. Or, il me semble dangereux de réduire le défi qu'est le nôtre de transition à une simple décarbonation. Mmh. Il faut réinterroger effectivement les impacts globaux sur la biodiversité et au-delà même des aspects techniques, se réinterroger d'un point de vue plutôt fictionnel du récit sur notre place dans le monde. Et donc effectivement, l'aquamation, son avantage, c'est qu'elle a une moindre impact carbone, mais d'un point de vue des impacts écologiques au global, il n'y a pas aujourd'hui d'études, mais ça serait intéressant de voir, d'un point de vue du traitement des eaux ou de pollution chimique, quel est l'impact pour cette pratique. Oui, comme disait, Martin Julier-Coste, il faut encore des études, hein, et des données, bien évidemment. Allez, petit rappel quand même, les cimetières aujourd'hui, ne sont plus censés utiliser d'intrants chimiques, hein, depuis, la loi, Labbé, donc en 2021. Donc plus d'usage d'herbicides ou autres dans les espaces verts et sur la voirie depuis cette loi dans le cadre de Zéro Phyto. Allez, cherchons à comprendre aussi l'intérêt pour la terramation, depuis quand, les attentes, ce qui est exprimé par les citoyens. Nous allons en parler dans un instant après cette écoute du reportage diffusé sur France 3 Nouvelle-Aquitaine le 10 octobre 2019. Des pratiques funéraires écologiques, une préoccupation pour de nombreux Français. Ils voient dans les cimetières traditionnels des usages d'un autre âge. On a de sacrées surprises, on trouve justement beaucoup d'éléments qui ne sont pas biodégradables, du plastique, des feuilles en tergale, en tissu qui ne se décomposeront pas. C'est justement la preuve que nos cimetières sont loin d'être des endroits écologiques. Florence Valdès dénonce aussi l'exploitation de carrières pour les éléments minéraux des monuments, la déforestation pour les cercueils, sans parler des vernis pour les bois rejetés dans les nappes phréatiques. Je me sens vraiment pas bien ici parce que je trouve que c'est un lieu vraiment artificiel qui est complètement hors cadre de la nature. Or, la mort est un processus naturel, donc c'est dommage en sachant que justement les deux seuls modes de sépulture autorisés par la loi en France et dans beaucoup de pays, c'est l'inhumation et la crémation, et ce sont deux modes qui sont très polluants. France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau. Alors socialement, culturellement, à quelles aspirations, à quelles demandes, à quelles attentes peut répondre la terramation? Pierre Bernard, pardon.
On parlait tout à l'heure, enfin, notamment Martin, de l'aspect régénératif. C'est vrai qu'on opère une distinction dans l'association entre ce qu'on appelle la mort écologique, on va dire, et la mort régénérative, avec peut-être cette idée un peu de gradation ou d'ambition par rapport à la place qu'on veut se donner dans le monde vivant. Effectivement, là où nous, on considère que la mort écologique, c'est comment est-ce qu'on essaye de réduire l'empreinte négative sur l'environnement de notre mort. La mort régénérative, c'est un cran plus loin, on va dire, c'est de dire non seulement j'essaye de réduire mon empreinte négative, mais en fait, je prends conscience et j'assume le fait que je peux avoir un geste positif en mettant mon corps à disposition du monde vivant. Je rentre dans le cycle du vivant. Dans le cycle du vivant. En tant qu'humus. Et c'est un discours, on va dire, en plus qui m'apparaît beaucoup plus positif, porteur de sens, que de considérer la terramation plus sous un aspect de faire moins mal, c'est-à-dire un aspect un peu culpabilisant, autoculpabilisateur. La motivation première des gens qui rejoignent l'association et qui aspirent à la terramation, c'est bien animé par un sentiment positif avant tout. On y retrouve derrière des logiques de dons, de contre-dons. On entend des choses du genre la terre m'a nourri toute ma vie, c'est évident pour moi que je dois la nourrir à mon tour à ma mort. Cela m'apporte de l'apaisement, une certaine forme de joie. Voilà, donc pour répondre à la question, ce qui anime les personnes qui se fédèrent et qui aspirent à ça, c'est vraiment une logique de don, de contre-don pour le monde vivant. Martin Julier-Cos voulait réagir. Est-ce que, selon vous, et je sais que vous avez travaillé aussi sur des sondages et certains ont été menés, je pense à celui de Opinionway en septembre 2022 et d'autres enquêtes, Credoc en 2024. Est-ce qu'on peut parler d'une aspiration collective? Est-ce qu'on arrive à la mesurer et qu'est-ce qu'elle dit, cette aspiration? Alors, aspiration collective, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, dans le dernier sondage quantitatif, donc du coup, un cinquième des Français se disent prêts à tenter la terramation, donc c'est déjà assez conséquent. Et pour aller dans le même discours de Pierre Berner, en fait, il y a très clairement quelque chose de doux et de rassurant dans cette technique pour les personnes qui adhèrent en fait à cette possibilité-là, avec la possibilité vraiment de nourrir le vivant et avec une sorte de cohérence entre j'essaye de faire ce que je peux de mon vivant pour être moins impactant sur la vie, sur la terre, avec la nourriture, je mange bio, etc. Et que là, il y a une sorte de prolongement, en tout cas pour certaines personnes, de se dire, ben, en fait, j'attendais ça d'une certaine manière depuis pas mal de temps, d'aller jusque-là, c'est-à-dire d'aller jusqu'à ma mort et de pouvoir être utile, de nourrir le vivant et même de le régénérer, c'est-à-dire de réparer d'une certaine manière le vivant que j'ai en partie endommagé lorsque j'étais vivante, justement. Alors, on va donner peut-être quelques chiffres par rapport au sondage Opinionway septembre 2022, réalisé donc auprès de 2072 personnes. 73% des personnes interrogées se déclaraient favorables à un enterrement écologique, 59% pour une mort régénérative et 46% étaient prêts à recourir à la terramation. Voilà, ce sont juste des données. Cléo Duponchel, cette mort porteuse de sens et de valeurs environnementales, c'est ce qui vraiment rejoint les attentes, les aspirations. Oui, je pense qu'il y a plein de... c'est ça que je trouve chouette, c'est qu'il y a plein de raisons d'avoir recours à la terramation, pas juste une. Et donc, il y a effectivement, la phrase que moi j'entends le plus, c'est « je veux devenir un arbre ». Voilà, ça je crois que tout le monde l'a déjà entendu. Il y a ce besoin-là de poésie, il y a le besoin de se dire que je ne vais pas juste mourir et disparaître dans le fin fond de l'éternité, je vais quand même servir à quelque chose. Et puis, nous, on le voit, en tout cas en Belgique, il y a une partie aussi de la population, ce n'est plus de l'ordre du besoin ou de l'envie, c'est de l'ordre de la nécessité. Ils se rendent compte qu'il y a une vraie nécessité à reconnecter le cycle du vivant et avoir des pratiques plus vertueuses. L'être humain, on voit dans son évolution, a commencé à contrôler la nature pour qu'elle soit mieux à son service, plus performante. Mais du coup, on a oublié finalement qu'on faisait partie de cette nature et que certes, parfois, les processus sont un peu lents, ils ne sont pas parfaits, mais en tout cas, ils fonctionnent. Et donc, on a vraiment eu ce
ce changement et sur lequel il faut absolument revenir. Et donc là, au niveau de la terramation, on répond aussi à ce besoin-là. Et, Alors, techniquement, comment on procède? Et ça dure combien de temps? Alors, comment on procède? Il y a plusieurs techniques qui existent. Donc, c'est pour ça, parfois, on entend parler de la méthode américaine, alors qu'en fait, il y en a plusieurs. Le principe de base, c'est un corps qui est enrobé de végétaux. On contrôle un petit peu, on s'assure qu'il y a la bonne humidité, le bon apport d'oxygène. Un corps nu ou est-ce qu'on s'autorise quand même un tissu biodégradable, naturel? Encore une ou pas? fois, ça dépend des techniques. En tout cas, pas de vêtements, ça c'est sûr. Maintenant, le corps nu ou dans un linceul ou encore une fois, ça va dépendre. En lin, en aussi, chanvre, en matière voilà, naturelle. matière naturelle, ça c'est sûr. Et puis parfois, il y en a qui testent dans des milieux ouverts, à l'extérieur par exemple, ou en milieu fermé dehors ou dedans. Hein. Il y a vraiment une multitude de techniques qui existent. Mais le fil rouge, c'est vraiment d'aider en fait tout le microbiote qu'on a en nous. Hein. On a en nous tout ce qu'il faut pour que le corps se dégrade en fait finalement. Et donc, c'est l'aider, l'accompagner pour que le corps puisse se transformer. Malgré tout, pour devenir humus, il faut quand même des conditions, c'est-à-dire des copeaux, une certaine matière spécifique. Est-ce qu'on peut en parler de façon plus précise? Qui veut se lancer? Je veux bien. Voilà. En plus, Pierre Berner. le compostage au global se développe un peu dans la société. Maintenant, il y a le compostage de proximité, ainsi de suite. Donc, tout le monde commence à avoir une idée, à se faire sa propre idée du compostage. Et pas forcément une belle idée, d'ailleurs, quand on voit comment c'est géré dans les villes, ainsi de suite. Donc, dire avant tout que le compostage est un art. Un art qui nécessite une maîtrise, de la formation, et que ce que beaucoup de gens peuvent observer dans leur quotidien n'est pas en fait réellement du compostage. Et il y a des maîtres composteurs d'ailleurs. Oui, il y a des formations, voilà, des guides composteurs, des maîtres composteurs, et bien évidemment, encore plus, quand il s'agira de composter des humains avec la terramation, il y aura évidemment des formations métiers et des professionnels qui se chargeront de cette tâche. Donc voilà pour le compostage, comment ça fonctionne Oui, effectivement. le procédé, parce que si on a bien compris, ça peut être hors sol, sur le sol ou semi-enterré. Mais si c'est semi-enterré, vous me dites si je me trompe, il faut que ce soit pas en dessous peut-être de 30 cm ou 50 cm à peu près. Enfin, il y a quand même des conditions. Les conditions, optimales. effectivement, c'est un taux d'humidité, un taux d'oxygénation et un équilibre carbone-azote. Ça, c'est grosso modo. universel pour toutes les méthodes. Et après, en fait, ce qui va jouer sur les procédés, c'est différents paramètres sur lesquels il va falloir faire des choix. Et c'est ça toute la beauté et la complexité de notre sujet, c'est que on va avoir des protocoles qui vont être beaucoup plus rapides, efficaces, notamment ceux qui sont réalisés sous milieu hyper contrôlé, on va dire high-tech. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent aux États-Unis. L'inconvénient, c'est que d'un point de vue des représentations, des imaginaires, on est plus éloigné de la reconnexion au vivant. À l'autre bout du spectre, on va avoir les protocoles en pleine nature, en extérieur, à même le sol, qui vont avoir en fait les avantages et inconvénients opposés. C'est-à-dire que ça sera un petit peu plus dur de garantir l'absolue maîtrise parce qu'on est dépendant du vivant, de la nature, de l'environnement. Oui, et alors je vous pose une question, parce qu'on peut se mettre à la place aussi de tous ceux qui découvrent ce dont nous parlons depuis 14 heures, et surtout, il peut y avoir des obstacles ou des freins alors, culturels, des craintes, des réticences, bien évidemment, tout à fait naturelles, des réserves éthiques aussi. On peut se dire que ce corps-là, il est mis où? Et un corps, comment le préserver des animaux sauvages, des charognards, entre guillemets, qui pourraient venir naturellement perturber le processus de terramation? Alors ça dépend des techniques et ce qu'on voit c'est que en fait les animaux qui posent le plus de problèmes, il y en a un, il a 2 pattes, c'est l'être humain. Voilà. Donc en fait, c'est pas tellement les animaux qui peuvent poser problème, surtout si on travaille en milieu fermé et même en milieu ouvert. On voit notamment aux États-Unis, on voit le Cornell Institute où eux, ils ont composté, le plus gros animal qu'ils ont composté, c'est une baleine. Donc, et ils n'ont pas eu de problème d'animaux qui venaient. Donc c'est vraiment peut-être que les charognards s'en prennent moins aux baleines. Après, ils ont d'autres types ou des ils ont tout gibiers composté, ou mais autre, vraiment, ils se sont rendus compte que c'était pas vraiment un problème les animaux. C'est plus la sécurité par rapport aux humains, d'où les questionnements éthiques. Est-ce qu'on fait une technique où c'est pour se retrouver avec un crâne quelque part là-bas ou une butte ou un cocon complètement explosé? Ça va pas non plus. Donc, il y a toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Maintenant, il y a plusieurs techniques qui existent. Et comme Pierre disait, il y a certaines techniques, notamment aux États-Unis, où c'est fait par des entreprises privées. Donc, il y a forcément un rendement à avoir. Nous, c'est un modèle en tout cas en Belgique, et je pense qu'en
France non plus, on n'est pas du tout à la recherche de ce modèle-là. Mais il y a quand même un petit monsieur dans sa forêt, dans l'État de Washington, qui lui fait ça dehors. Quand on lui demande combien de temps ça prend, il dit c'est la nature qui décide. Et il n'y a pas cette volonté de rendement. De toute façon, lui, c'est une association, c'est pas une entreprise privée. Et donc voilà, en fonction des techniques, il y en a qui vraiment ils rajoutent des éléments pour accélérer. On arrive parfois sur des processus où en 23 jours, le corps est entièrement transformé. Nous, on trouve que c'est un petit peu rapide. Et puis, il y a d'autres techniques où ça prend un peu plus de temps. Nous, on avait estimé entre 2 et 3 mois, plus ou moins. Voilà. Martin Juliécos, vous voulez réagir? Oui, c'est simplement préciser qu'effectivement, comme toute nouvelle technologie et là un nouveau mode de sépulture, en fait, il y a un besoin de réassurer un petit peu sur l'intégrité du corps, en fait. Ce que permet le cercueil, historiquement quand même, sans faire l'histoire des cercueils, ça permettait aussi, alors aux charognards animaux, mais aussi les humains, de venir justement embêter les morts et reprendre ce qu'il y avait dans les tombes. Et que là, effectivement, avec la terramation ou un tout autre mode de sépulture, en fait, il y a le besoin, du point de vue des personnes comme vous et moi, de s'assurer qu'en fait, que la dépouille de son défunt, en fait, ne sera pas profanée, qu'elle sera préservée éventuellement et qu'elle pourra se réduire, quel que soit le mode de sépulture, de manière, on va dire, apaisée ou en tout cas sans être embêtée par d'autres humains ou des animaux. Bien sûr, Donc il faut bien revenir sur aussi les fonctions, que ça soit le cercueil qui protège de certaines choses, mais tout comme ce qu'on n'a pas nommé jusqu'à maintenant, mais le linceul, en fait, si on enlève le cercueil, on met plutôt un linceul et là on revient à des traditions de beaucoup d'autres, de beaucoup de religions où en fait on n'a pas besoin nécessairement de cette boîte, en fait, de ce contenant pour justement enterrer à même la terre ou là, ici, avec la terramation, à même le compost pour justement que le corps se décompose. Et oui, Pierre Bernard, hein, c'est aussi cette façon de faire le deuil pour la famille, c'est le respect de la dignité humaine dans le traitement du corps. Voilà, il y a ce besoin-là aussi, au-delà de se dire, allez, il y a une humusation, mais ça va un peu plus loin quand même dans Respect de la dignité, oui. Juste sur la question d'avant sur les animaux notamment, il y a un phénomène qui est quand même central dans la terramation, c'est la montée en température. C'est-à-dire qu'avec l'activité des micro-organismes autour du corps, il va se produire une montée en température qui va atteindre 50, 60 degrés pendant plusieurs jours. Et cette montée en température, elle a du coup deux conséquences. La première, c'est qu'elle permet une forme d'hygiénisation du milieu et donc de désactiver, d'inactiver les pathogènes et aussi du coup de faire une zone, on va dire, de protection autour du corps en éloignant les animaux, c'est-à-dire qui ne peuvent pas s'approcher du fait de la température. Et sur l'aspect donc de la dignité, effectivement, ça c'est quelque chose qui est renvoyé notamment par le gouvernement. Quand on l'a questionné, il a été questionné par des députés notamment sur une proposition de loi pour expérimenter la terramation. Le gouvernement renvoyait sur la question de la dignité humaine, du respect du corps dû après la mort. Et là, on est sur une question qui est profondément culturelle, subjective. On pourrait renvoyer la question en disant, aujourd'hui, avec la manière dont on fait de l'inhumation, ce qui produit une certaine mauvaise décomposition, putréfaction des corps, est-ce qu'on est déjà aujourd'hui, avec les solutions qu'on nous propose, dans le respect de la dignité du corps? Et est-ce que ça ne serait pas quand même beaucoup plus digne de permettre au corps de se réinscrire dans le cycle du vivant? Martin Juliécos? Oui, ça me fait penser qu'effectivement, quel que soit le mode de sépulture, en fait, vous voyez bien, avec la crémation, c'est très rapide, la crémation. Si vous êtes avec l'inhumation, c'est des décompositions de corps qui peuvent aller de 5, 10, 15, 20, 30 ans, voire de manière perpétuelle. Et que là, avec la terramation, on propose en fait une autre manière de réduire le corps et avec une question de la temporalité qui n'est pas encore fixée. Et là, je rejoins tout à fait Cléo sur la question sémantique où en fait ce sont des innovations, ce sont des nouveaux procédés, donc du coup il y a encore beaucoup de possibles et la question de la temporalité de la réduction du corps, elle n'est pas fixe et on va mettre un certain temps à fixer ça parce qu'il n'y a pas d'enquête pour l'instant où elles sont en cours et que ça l'avenir nous le dira. Tout cela est en maturation, en tout cas sans mauvais jeu de mots, on peut le dire. France Culture, de Cause à Effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau. Je suis fait d'un pot d'océan, de chair et de sang.
comme ça, de cendres et de terre. On ne reste pas. Et si la vie commence ici, ici elle finit, tout se confond et figé dans l'argile et le temps. Je me fondrai dedans. Si léger, invisible aux gens, éternel absent, de cendres et de terre. On est fait comme ça, de cendres et de terre. Et si la vie commence ici, ici elle finit, tout se confond. Je vivrai à feu et à sang, et je m'en irai pourtant, de cendres et de terre. C'était Calogero, de cendres et de terre, et c'est la suite du magazine de l'environnement sur France Culture de Cause à effet. Nous sommes en direct et nous nous intéressons à la terramation, autrement appelée enterrement végétal, cette humusation des corps humains qui suscite de l'intérêt dans nos sociétés. Avec nous, toujours pour en parler, Cléo Duponchel, entrepreneur belge de pompes funèbres, fondatrice de la société Croque-Madame et présidente de Compostez-moi. Martin Julier-Coste, docteur en sociologie, chercheur indépendant et associé à l'université Grenoble-Alpes, auteur d'une étude sociologique sur la terramation, et Pierre Berner, cofondateur et président de l'association nantaise Humo Sapiens, consultant en innovation sociale. Si demain il y a des tests, maintenant j'ai 84 ans, eh bien je serai prêt à mettre mon corps à la disposition. Et je crois que ce sont des solutions nouvelles qu'il faut trouver si on veut que le monde puisse continuer à fonctionner. La parole d'un des témoins qu'on retrouve dans le reportage de France 24 le 20 novembre 2019. Cette offre, voilà, prenez mon corps et faites le test. En France, où en sommes-nous concrètement des essais scientifiques? On parlera bien sûr de ce qui s'est passé en Belgique, Cléo Duponchel, mais pour l'heure, il y a des essais. Alors, il n'y a pas encore d'essais sur les humains, Pierre Berner. Même avec la proposition de corps spontanément, c'est interdit. On a un projet français d'expérimentation qui a été lancé en avril 2024, qui va se poursuivre jusqu'en avril 2026, qui s'appelle F-Compost, qui est porté par notre association ainsi que l'Université de Lille et Bordeaux, financée par l'Agence nationale par la recherche, qui a pour objectif d'expérimenter une nouvelle voie de terramation, on va dire ça comme ça, qui est de la terramation sous le sol. C'est-à-dire dans quelle manière est-ce qu'on pourrait en fait améliorer en quelque sorte la manière dont on fait l'inhumation historiquement, mais en s'assurant d'avoir de la présence d'oxygène, des micro-organismes qui font qu'on pourrait arriver tout de même, même sous la terre, à transformer le corps humain en humus. Et donc ce projet F-Compost, il vise à comparer un protocole cible qui consiste à mettre des corps dans des fosses au milieu d'une sépulture végétale faite de broyat, et de le comparer à un protocole témoin qui est de mettre le corps dans de la pleine terre, ce qui existe aujourd'hui et qui est accessible pour les familles. Donc on va pouvoir comparer effectivement un protocole de terramation sous-sol avec du broyat avec quelque chose qui existe aujourd'hui, c'est de la pleine terre. Et donc on a effectivement un terrain de recherche qui est situé en annexe du cimetière des Ulysses, en région parisienne. Au cimetière de l'Orme à Moineau. Tout à fait, grâce à l'implication de sa directrice Fabienne Bourserolles. Et donc, on a mis en terramation une douzaine de brebis, donc 6 cadavres de brebis avec le protocole pleine terre et 6 cadavres de brebis avec le protocole de terramation. L'idée étant d'arriver à faire la preuve qu'on peut faire de la terramation sous le sol et de mesurer l'impact en termes de vitesse de dégradation du corps, de diffusion d'éventuels polluants ou au contraire de capacité d'assainissement de la terramation. Et on à aura les Bordeaux, résultats donc au printemps 2026, mais on avait déjà le lendemain de la mise en terramation des observations, des indicateurs hyper positifs, avec notamment 20 degrés de température d'écart
entre le protocole de terramation, donc 20 degrés de plus, par rapport au protocole témoin, ce qui est le signe d'une activité micro-organique plus intense. Et avec l'Université de Bordeaux, donc des tests seront faits sur des cochons, je crois, si j'ai C'est le deuxième terrain de recherche, mais ça demande d'avoir des autorisations préfectorales. Enfin, effectivement, c'est peut-être l'occasion de parler de ça, mais effectivement, ça semble simple de monter ce type d'expérimentation, mais en fait, c'est extrêmement compliqué. Ça nécessite de rallier sur un même territoire, sur un même lieu, une initiative, on va dire plutôt citoyenne, un engagement politique, des compétences scientifiques. C'est extrêmement complexe. Et donc, sur les humains, en fait, on est en train de monter un partenariat avec des acteurs internationaux, notamment de pays anglo-saxons, parce que dans ces pays-là, on a ce qu'on appelle des body farms. C'est des terrains de recherche spécifiques sur la thanatomorphose, donc sur la dégradation des corps, qu'on n'a pas en France. Est-ce que c'est un héritage, une certaine vision catholique du rapport au corps, je ne sais quoi. Enfin, peut-être que Martin aura quelques choses à dire là-dessus. Force est de constater qu'en France, c'est très difficile, effectivement, de faire des expérimentations sur les corps humains comparé aux pays anglo-saxons. Même si, quelles que soient les religions, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une évolution dans cette façon de considérer le devenir des corps. Je précise que ce projet de recherche, ces tests sont financés par l'ANR, donc acceptés par l'Agence nationale de la recherche. Cléo Duponchel, vous vouliez réagir avant que je me tourne vers Martin Julier-Coste, justement? Par rapport au test, on voit qu'en France, vous faites ça comme il faut. En Belgique, nous, on a fait ça comme des bourrins. Donc, en fait, il y a une étude qui a été faite par l'UC Louvain et qui n'a pas été concluante. Alors, pour moi, un échec, c'est concluant parce qu'on apprend des choses d'un échec. Donc, il y a quand même eu des éléments importants qui sont sortis de cette étude-là. Le problème, c'est que nous n'avons qu'une heure d'émission et donc je ne peux pas vous expliquer tout ce qui s'est passé entre-temps qui fait que tout a été un peu mis à l'arrêt. Pardon ? C'est un protocole d'humusation pour le coup. Voilà, c'est un protocole d'humusation et donc pas de compostage en milieu fermé ou terramation par exemple. Et donc il y a la coopérative Humusation, coopérative belge qui a décidé de refaire des tests, donc autofinancés par les coopérateurs et coopératrices, en partenariat avec un centre qui s'appelle Agrahost. Donc voilà, on n'est pas du tout sur des gros centres de recherche avec des gros protocoles. C'est voilà, on s'est dit on recommence, on le fait. Les résultats sont mitigés, quoi qu'on en dise. Et surtout, c'est que voilà, là, les tests ont été faits sur le processus scientifique seulement. Or, c'est une approche holistique qu'il faut avoir de cette méthode-là. Et c'est ça que nous, on holistique et pluridisciplinaire. Exactement. Et donc ça, c'est un des gros points noirs que nous, on a soulevé au sein de notre ASBL Compost et moi, c'est qu'en fait, OK, quand bien même le processus fonctionne, il y a tout le reste qui va autour pour lequel il n'y a pas de réponse. Tout à fait. Et donc, pour nous, c'était extrêmement important d'étudier de manière complètement globale parce que, voilà, composter un corps dans une butte dehors, on l'a fait sur des baleines, des ours, des cerfs, on sait que ça marche. Maintenant, c'est tout ce qui va avec. Est-ce que les familles peuvent être accueillies? Est-ce que ça respecte les règles éthiques de dignité humaine? Est-ce que c'est résistant à toutes les météos? Et puis même, il y a plein de métiers du funéraire qui ne trouveront pas leur compte dans le compostage funéraire. Et il faut pouvoir trouver une solution pour ces gens-là aussi. Donc voilà, c'est vraiment une approche vraiment très large qu'il faut viser. Et ces tests-là, malheureusement, n'ont visé que l'aspect purement scientifique. Oui, et puis tout bêtement, puisqu'on parlait aussi dans le début de l'émission de la question des pollutions des sols, est-ce que si des défunts ont eu des traitements lourds, la chimiothérapie ou autres produits, est-ce qu'il y a des risques de traces dans l'humus, etc. Martin Julier-Coste, vous vouliez réagir. C'est vrai que ça pose aussi une question à laquelle vous vous êtes intéressé. Pourquoi la recherche académique a délaissé ce champ malgré la demande sociale et politique sur le sujet ? Alors, vaste question, effectivement, j'aimerais aussi nommer en fait Damien Charabidze, qui quand même mène avec Humo Sapiens et l'Université de Lille et de Bordeaux en fait toutes ces recherches, la recherche dont on parle, la F-Compost, et qui justement très clairement est aussi une des petites mains qui essaye de faire que ça se réalise en fait une expérimentation sur les cadavres animaux et en vue de faire ça sur les humains. Effectivement, la recherche académique, en fait, elle a du mal à documenter ces sujets-là. Alors, probablement parce que le sujet à la fois fascine et repousse, en fait. Donc ça, c'est un invariant anthropologique, et qu'effectivement, on n'est pas beaucoup, aussi bien en sociologie, en anthropologie, mais aussi en sciences expérimentales. Et c'est sûrement aussi parce que c'est un croisement de sciences expérimentales, de sciences plus humaines et sociales, et en même temps avec des enjeux sociaux et assez importants. Et
quand même jusqu'à aujourd'hui en fait qui ont été pris en compte par les professionnels en fait. C'est pour aujourd'hui, enfin en tout cas jusqu'à aujourd'hui, c'est les professionnels du funéraire qui s'occupent des modes de sépulture, des transports, du traitement des cadavres, etc. Et qu'on a délégué d'une certaine manière ces instants-là en fait et ces pratiques-là à des professionnels à qui on fait confiance et qui généralement font du bon travail et que là, ce qu'on observe avec une association comme Homo Sapiens ou des indépendants ou des personnalités individuelles en fait qui se mobilisent en association, c'est que la société civile, d'une certaine manière, commence à se repréoccuper de ce qui se passe lorsqu'on meurt et comment est-ce qu'on traite ces questions-là. Et que ça, pour aller vite, hein, mais une des raisons aussi, c'est la question démographique, puisque nous mourrons d'une certaine manière de plus en plus. Aujourd'hui, on est à peu près à 640 000 morts par an et on nous prédit en 2050 800 000 morts par an. Ce qui est assez conséquent et qui fait que de plus en plus, nous sommes aussi individuellement de plus en plus régulièrement touchés par des décès de proches ou le nôtre qui arrive et qu'on s'en préoccupe de fait plus. Et la question de manque de place aussi qui se pose bien souvent dans ces inquiétudes-là pour ce que l'on fait de son corps ou du corps des défunts. La société a donc besoin sur ces sujets sensibles de l'expertise scientifique plus que jamais pour permettre au débat politique et sociétal de se faire. Dans les Côtes-d'Armor, Sandra Roland milite pour la reconnaissance de l'humusation. Elle a décidé de créer une entreprise d'accompagnement funéraire à Saint-Brieuc. L'idée est venue en fait suite au décès de mon père. On a en Angleterre pu être accompagné par une agence de pompes funèbres écologiques, par 2 femmes vraiment adorables. On s'est vraiment sentis respectés, considérés et j'ai eu envie de proposer quelque chose de similaire en France. Là, on est vraiment sur ce qui peut se faire de plus naturel, c'est-à-dire qu'avec le terreau obtenu à partir d'un corps, on peut planter 100 arbres et 100 arbres sont capables en 20 ans d'absorber la quantité de carbone que nous on émet en une vie. La terre nous nourrit, on a vraiment tout à disposition dans la nature. L'idée c'est qu'au moment de notre mort, nous-mêmes on puisse la nourrir à notre tour. L'idée c'est vraiment de se priver de tout le superflu et de garder que l'essentiel et de se réapproprier cet événement en fait. Il faut qu'on arrive à montrer aujourd'hui qu'en France, on est nombreux à vouloir opter pour ce mode de sépulture. Donc plus nous serons nombreux, plus les sénateurs, les députés, la loi évoluera en ce sens. Cléo Duponchel, on entend ce témoignage très émouvant. Il y a beaucoup de choses dans ce qui est dit. On parle aussi de ces questions de débat politique. En Belgique, la question du compostage funéraire est portée depuis longtemps. Et en 2018, les pouvoirs publics ont commandé une étude expérimentale. Il y a eu un débat ouvert, mais pas de décision favorable prise par la commission d'éthique et les responsables politiques. En France, en janvier 2023, il y a une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par une députée MoDem, Élodie Jacqui-Laforge, et qui a fait ressurgir le débat dans l'espace médiatique. Dites-nous quel regard vous portez justement sur ce qui est en train de se passer. C'est en gestation, c'est là. Je rappelle qu'on peut vous retrouver aussi dans un film que l'on peut voir encore sur arte.fr qui s'appelle Compostez-moi. On peut le regarder jusqu'au 30 avril 2026, où on vous suit aussi en Allemagne, donc en Belgique, aux États-Unis ou ailleurs. Et dans cette quête aussi de mieux comprendre, au-delà du processus et des principes, mais de mieux comprendre aussi ses attentes et comment on peut juste légaliser une autre proposition en fait. Il n'y a pas d'obligation, mais qu'elle soit possible pour certains. Oui, je vais juste nuancer un petit peu donc par rapport à l'avis qui avait été laissé donc, par le comité de bioéthique. Ils n'ont pas tranché en disant le compostage funéraire, c'est pas possible. Ils ont émis un avis disant que la méthode qui a été testée dans le cadre des études de l'UC Louvain, cette méthode-là naturelle, ce n'est pas possible, mais une méthode en milieu contrôlé, ça c'est possible. Donc déjà, c'est pas la même chose. Donc c'est pour ça que nous, on se dirige plus vers cette technique-là. Et donc effectivement, j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis, d'aller en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, aller voir un petit peu tout ce qui se fait. On voit qu'il y a énormément de choses qui sont là depuis longtemps. Nous, on voit ce qui se passe en Belgique, mais il y a des choses qui avancent aussi. Au niveau de la législation, d'un pays à l'autre, c'est extrêmement différent. On
voit vraiment le gap qui existe entre la manière dont nous, on va faire les règles et la manière dont les États-Unis, par exemple, vont faire les règles. Donc, on s'inspire un peu de ce qui existe en sachant qu'on ne peut pas faire un copier-coller. C'est pas possible. Tout comme, par exemple, la France et la Belgique, on ne pourra même pas faire un copier-coller. Et j'ai même envie de dire, Bruxelles et le reste de la Belgique, on ne pourra pas faire un copier-coller parce que c'est extrêmement complexe. On a un tout petit pays très compliqué, mais il y a tellement de réalités différentes, il faut pouvoir tout prendre en considération. Faut en discuter en tout cas et faire avancer tout cela de façon collective et sociétale. Martin Julier-Coste voulait également rebondir. Il y a tellement de sujets, bien évidemment, sur lesquels vous pouvez tous rebondir les uns les autres. Allez-y. Alors je serai court, mais pour compléter ce que disait bien Cléo, c'est du coup il y a ce qu'on appelle en France le Conseil national des opérations funéraires qui depuis quelques années en fait et donc qui est relié au ministère de l'Intérieur, qui a des commissions en fait justement sur ces nouvelles pratiques-là. Donc du coup aussi au niveau des instances, on va dire nationales, on demande, alors ils ne sont pas décisionnaires, mais ils sont consultatifs en fait, de produire des rapports sur ces nouveaux modes de sépulture. Et ça, c'est un signe aussi du fait que les professionnels et le côté législatif et politique s'intéressent à ces sujets-là et qu'en tout cas alimentent de la réflexion autour de ça. Et alors concrètement, qu'est-ce qui est émis comme souhait de la part des familles ou des défunts quant au devenir de l'humus? C'est-à-dire que d'une manière générale, les familles, elles en font quoi de cet humus? Pierre Berneur? Très rapidement sur la question d'avant, dire qu'effectivement en 5 ans, parce que c'est 5 ans qu'on travaille sur le sujet à l'association, on a bien vu la dynamique collective prendre sur le sujet. C'est-à-dire que ce soit les citoyens qui de plus en plus montrent leur sympathie, leur attrait pour le sujet, voire nous rejoignent, mais aussi les partenaires académiques, les professionnels du funéraire, les collectivités, on n'en a pas parlé beaucoup, les collectivités locales qui sont responsables des politiques funéraires aux échelons locaux. Oui. Et qui sont en fait des vrais leviers pour porter le sujet. Donc voilà, en tout cas, ça a beaucoup bougé entre il y a 5 ans où, grosso modo, on nous voyait comme une bande de fous à porter ce sujet du compostage funéraire. Et peut-être avec aussi de l'inquiétude de la part du secteur funéraire classique, qui peut craindre une transformation du métier. Donc ce sont potentiellement de nouveaux métiers. Oui, ou une évolution de métier. Alors c'est très rigolo parce que dans le cadre des expérimentations aux Ulysse qu'on évoquait tout à l'heure, j'ai pu m'approcher un petit peu de ce qu'est le métier d'un fossoyeur. Et j'ai notamment transporté des brouettes de terre et des brouettes de broyat. Et rien que là-dessus, je vous assure que c'était une amélioration des conditions de travail entre les deux. Sur la question que vous évoquiez... 10 secondes. Oui, qui était ce qui était de dire qu'est-ce qu'on fait de cet humus. En fait, il n'y a pas un million de choix. Oui. Soit on le laisse sur place, en terre, à l'endroit où on a fait la mise en terramation, et ça devient le lieu de la mémoire. Soit on le déplace dans un espace du souvenir dédié, un peu comme on fait la dispersion des cendres. Soit, comme on peut le faire aux États-Unis, mais ça ne sera pas possible en France, on le donne à la famille qui en fait un usage privé. Donc potentiellement au fond de son jardin. Merci à tous les trois, Cléo Duponchel, Martin Julier-Coste, Pierre Berneur, a conseillé aussi le livre sur les différentes méthodes de funérailles écologiques pour des obsèques respectueuses de l'homme et de la planète de Brigitte Lapouche-Desjean et Laetitia Royan, édité chez Terre Vivante. Et puis je crois qu'il y a un lien vers un manifeste pour l'humusation et la terramation. Et si vous voulez en savoir plus, bien sûr, chers auditeurs, informations, biographies sont à votre disposition sur franceculture.fr, rubrique de Cause à effet.